Oui, alors quand on pense lumière, effectivement, on pense tout de suite au coup de soleil qu'on prend en plein soleil, ou alors à la lumière des lasers qu'on utilise pour découper des tôles d'industrie, ou le bistouri du chirurgien. En fait, on peut aussi avec la lumière refroidir un atome ou quelques atomes, pourvu que la couleur de cette lumière soit bien choisie. L'idée, c'est de mettre l'atome dans une enceinte à vide, pour pas qu'il se fasse taper dessus par des molécules extérieures. Et puis avec la lumière, on réalise un paysage énergétique, de telle sorte que l'atome dans ce paysage, qui comporte des collines et des vallées, passe son temps à monter des collines plutôt que de les descendre. Donc c'est ce qu'on a appelé l'effet Sisyphe. Et grâce à cet effet Sisyphe, donc l'atome qui arrive dans ce paysage avec une énergie relativement grande, une énergie cinétique relativement grande, eh bien, il va perdre cette énergie parce qu'il monte plus de collines qu'il n'en descend. Donc nos atomes sont dans le vide, ils sont dans une enceinte comme celle qui est ici, ils sont éclairés par de la lumière dans plusieurs directions de l'espace pour s'assurer qu'on gèle bien les différents mouvements selon l'horizontale et selon la verticale. Et ce qu'on voit donc au centre de cette enceinte, c'est une boule d'atomes qui émet de la lumière parce qu'elle est éclairée par des lasers, donc elle réémet de la lumière qu'on appelle de la lumière de fluorescence. Et ce qu'on cherche à voir, donc, c'est mesurer les températures de ces atomes. Et quand je dis température, je veux dire l'agitation résiduelle qu'ils ont, une fois qu'ils ont été refroidis par cet effet Sisyphe. Donc pour ça, eh bien, on remonte simplement à la définition de la température, qui est donc une mesure de l'agitation thermique. Donc on coupe les faisceaux laser et on regarde comment cette boule d'atomes s'étale en fonction du temps, ce qui nous renseigne sur les vitesses initiales. Et puis après, on peut étudier des choses plus sophistiquées sur est-ce qu'il y a des nouvelles phases de la matière qui apparaissent, est-ce que les ondes de De Broglie, c'est-à-dire les ondes de matière associées à chaque particule, est-ce qu'elles se mettent en phase les unes avec les autres? C'est ce qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein. Donc ça fait partie de ce qu'on étudie au quotidien. L'idée de refroidissement d'atomes par la lumière, c'est une idée qui a émergé il y a maintenant près de 45-50 ans. Initialement, c'était motivé par les applications technologiques de mesures de haute précision. Et la principale, c'était les horloges atomiques, c'est-à-dire la définition du temps. On a besoin de définir le temps très précisément. C'est une bonne définition du temps qui permet de la navigation GPS, par exemple, ou qui permet des télécommunications à très haut débit et à grande distance. Donc l'idée était initialement, si on a des atomes qui bougent très peu, les horloges atomiques, qui sont les gardiens du temps, qui utilisent justement des atomes comme référence, ces horloges seront plus précises parce que, comme les atomes bougent moins, on a plus de temps pour les interroger. Et puis après, il y a eu d'autres applications dans la même veine qui sont apparues, non pas pour mesurer le temps, mais plutôt pour mesurer l'espace, c'est-à-dire mesurer la gravité ou alors des champs de rotation. Et puis en parallèle de ça, il y a eu des développements qui sont plus fondamentaux, qui ont porté sur le comportement collectif d'atomes à ces très basses températures. À très basse température, la matière ne se comporte pas comme elle se comporte à plus haute température avec les gaz habituels ou les liquides habituels. Donc la matière, les atomes acquièrent un comportement collectif qui est radicalement nouveau. Et donc cette matière quantique, comme on l'appelle, eh bien, c'est un sujet d'étude qui reste tout à fait d'actualité. L'étude d'un grand nombre d'atomes, c'est passé du simple au complexe. On dit toujours qu'il y a trois infinis en physique, il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand et l'infiniment complexe. Donc là, on va vers l'infiniment complexe, c'est-à-dire que finalement, quand je mets beaucoup de particules ensemble, eh bien, je vois des nouvelles propriétés émerger, qui sont des propriétés qui n'étaient pas présentes quand je regardais une particule unique, mais le comportement collectif fait que des propriétés nouvelles émergent. Alors une propriété que nous on a beaucoup étudiée et qui continue à nous intéresser, c'est la superfluidité, par exemple. Quand on met beaucoup de particules ensemble dans cette enceinte à vide, donc qu'elles sont très froides, eh bien les ondes de matière se mettent en phase les unes avec les autres, c'est le condensat de Bose-Einstein, et ce condensat de Bose-Einstein a des propriétés superfluides, c'est-à-dire que une fois que j'ai ce condensat piégé au centre de l'enceinte, si je fais faire passer une petite impureté au sein de ce condensat, eh bien cette impureté va pouvoir le traverser sans la moindre viscosité, pourvu qu'elle n'aille pas trop vite. Et ça, c'est une
manifestation de la superfluité de l'ensemble des particules qui composent le condensat. Un autre phénomène qu'on a beaucoup étudié, c'est comment est-ce que ces condensats se mettent en rotation. Si je prends ce condensat au centre de l'enceinte à vide et que je le fais tourner, alors pour le faire tourner, j'ai besoin d'un petit agitateur. Cet agitateur, ça peut encore être un laser que je vais choisir. C'est le rôle de la petite cuillère qui tourne notre café, mais là, c'est un agitateur lumineux. Et bien, quand je fais tourner ce condensat, ce qu'on voit apparaître, ce sont des tourbillons quantiques, c'est-à-dire c'est un petit peu comme les cyclones qu'on a en météorologie, mais là c'est des tout petits tourbillons qui ont tous la même taille, et c'est la seule manière pour ce condensat de se mettre en rotation. Là encore, c'est une signature de sa superfluidité. Alors voir ces tourbillons, ça nous a permis de faire des parallèles en fait avec d'autres systèmes physiques. Un autre système physique qui est également de la matière quantique, ce sont les supraconducteurs. Ce sont des matériaux où, quand vous les refroidissez, les électrons qui servent à conduire l'électricité eh bien, se mettent à bouger sans la moindre viscosité, donc peuvent transporter le courant électrique sans la moindre viscosité. Et quand on met ces matériaux supraconducteurs dans des grands champs magnétiques, eh bien, on voit des tourbillons apparaître et on a pu montrer qu'il y avait vraiment une correspondance 1 à 1 entre ces tourbillons électroniques sous champ magnétique et puis les tourbillons atomiques que nous on fait apparaître dans ces condensats de Bose-Einstein en rotation. Donc finalement, ce qu'on teste là, c'est l'universalité de la physique quantique. Un atome, c'est 100 000 fois plus lourd qu'un électron. Là, on le fait réagir à un champ de rotation alors que l'électron réagit à un champ magnétique. Mais néanmoins, les équations de base sont les mêmes et donc on peut montrer que les phénomènes physiques auxquels on accède sont également très très similaires. Ce qu'on appelle degré de liberté, en général, c'est donc la possibilité qu'a un corpuscule de changer d'état. S'il a un degré de liberté spatial, par exemple, eh bien, si je dis que j'ai un degré de liberté le long de cette ligne, ça veut dire que la particule peut se trouver ici, ou ici, ou ici, ou ici. Voilà, ça c'est un degré de liberté. Donc, quand une particule évolue dans l'espace à 3 dimensions, on dit qu'elle a 3 degrés de liberté qui sont associés au mouvement selon x, selon y et selon z. Maintenant, certaines particules qu'on manipule, certains atomes qu'on particule, ont en plus un petit moment magnétique qui correspond à un degré de liberté interne. C'est-à-dire que, en plus de devoir préciser où se trouve l'atome dans l'espace, je dois indiquer si ce moment magnétique pointe vers le haut ou vers le bas, par exemple. Donc ça, c'est un degré de liberté interne au sens où eh bien, je peux avoir cette particule en un point de l'espace, mais dans 2 états différents, spin vers le haut et spin vers le bas, ou si vous préférez, moment magnétique vers le haut et moment magnétique vers le bas. Et c'est un degré de liberté qui est intéressant parce que ça permet de faire un couplage ou faire un lien finalement entre nos expériences et d'autres phénomènes qu'on rencontre dans la nature qui sont des phénomènes magnétiques, ou dans les aimants aussi. Les aimants sont constitués d'atomes. Et ces atomes, bien, ce qui confère à l'aimant ses propriétés, c'est des atomes qui sont orientés, leur moment magnétique orientés tous dans une direction ou tous dans une autre. Donc voilà ce qu'on appelle le degré de liberté interne. C'est finalement un paramètre qu'on doit spécifier en plus de spécifier la position ou la vitesse de la particule dans l'espace. C'est-à-dire que je peux préparer ma particule en connaissant parfaitement sa position, mais en ne sachant pas quelle est l'orientation de son moment magnétique, ou en préparant ce qu'on appelle une superposition quantique, où la particule est à la fois ou en même temps vers le haut et vers le bas. Un des principes de la physique quantique, c'est qu'un objet n'est pas forcément dans un état donné. Si je reviens à mon moment magnétique de tout à l'heure, on peut préparer un moment magnétique dans une superposition cohérente de plus et de moins. Pour reprendre un terme qui est un peu galvaudé en ce moment, le moment magnétique est en même temps plus et moins, vers le haut et vers le bas. Et tant que je ne le mesure pas, il est dans cette superposition, plus et moins. Alors c'est intéressant, ça donne naissance à des paradoxes du type le chat de Schrödinger, le pauvre chat qui était à la fois mort et vivant. Maintenant, les technologies quantiques qui se développent en ce moment autour de l'ordinateur quantique cherchent à tirer parti de ce « en même temps » quantique pour faire en sorte que les bits d'information qui sont à l'entrée d'un registre, par exemple, seront en même temps dans 0 et dans 1. C'est-à-dire que l'ordinateur, à qui on fournit ces bits à la fois 0 et 1, va faire tous les calculs en même temps. Puisqu'un ordinateur, normalement, on lui présente un certain registre d'entrée avec des 0 ou des 1, et l'ordinateur processe ensuite l'information à partir de ce registre d'entrée. Et bien là,
on présente dans un ordinateur quantique, en principe, un registre qui est à la fois 0 et 1 pour chacun des bits. Et donc l'ordinateur fait tous les calculs en même temps, ce qui est évidemment un parallélisme impressionnant. Et puis à la fin, on mesure le résultat, et on mesure un résultat parmi tous les résultats possibles. Donc ce n'est pas miraculeux, on n'a pas tous les résultats à la fois, mais si on se débrouille bien, si on a des informaticiens qui ont conçu des algorithmes qui tirent parti de ce en même temps pendant la phase de calcul, eh bien on peut comme ça accélérer de manière très très importante le temps pour obtenir un résultat. Et depuis 10 ans, il y a plein de startups qui sont développées, en France mais aussi à l'international, pour essayer de réaliser le premier ordinateur quantique. Alors ces ordinateurs peuvent être avec des atomes froids. Il y a une start-up en France en particulier qui s'appelle Pascal, qui est très, très avancée dans ce domaine. Pour l'instant, l'ordinateur quantique universel ne fonctionne pas, mais on progresse, c'est-à-dire qu'on réalise de plus en plus de ces quantum bits, de ces qubits comme on les appelle, de ces bits qui sont à la fois 0 et 1. On arrive à maintenir leur degré de cohérence de mieux en mieux, donc on espère que d'ici quelques années ou une dizaine d'années, on verra des calculs quantiques qui tireront vraiment parti de ce parallélisme. Oui, c'est une recherche fondamentale, mais c'est une recherche fondamentale expérimentale. Donc, on a besoin d'outils. Ces outils, en gros, on peut dire qu'il y a trois volets. Le premier volet, c'est de faire des enceintes à vide dans lesquelles on a un vide très poussé. C'est l'exemple qui est juste derrière moi. On a des vides qui sont de l'ordre de 10-11 millibars, donc extrêmement poussés. Il n'y a pas beaucoup de particules qui restent. Et ça, c'est important pour qu'un atome, une fois qu'il est refroidi, ne se fasse pas taper dedans immédiatement par une molécule d'azote ou d'oxygène qui, elle, irait à la vitesse de l'air ambiant, qui est plusieurs centaines de mètres par seconde. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la lumière. On a besoin de lumière pour refroidir l'atome, donc on a des lasers puissants, et également très stable en fréquence, parce qu'il faut bien choisir la couleur de sa lumière pour agir comme il faut sur les atomes. Et puis le troisième élément, c'est de l'informatique. Il faut pouvoir piloter entièrement tous ces appareils. On a souvent plusieurs faisceaux laser qui éclairent les atomes. Il faut savoir faire un découpage temporel très précis pour éclairer l'atome avec telle couleur à tel instant, puis l'éteindre, puis envoyer autre chose, prendre une image avec une caméra. Donc l'aspect informatique est également important. Pour être expérimentateur dans mon domaine, il n'y a pas un doigté spécifique à avoir. Il faut être patient, ça c'est une première qualité. Il faut être soigneux aussi. Mais on est amené à faire des choses très variées, c'est-à-dire qu'on est amené à aligner des faisceaux laser. Donc là, il faut être minutieux pour s'assurer que son faisceau laser passe bien là où on veut et ne passe pas 1 centimètre à gauche ou 1 centimètre à droite. On est amené à faire pas mal d'informatique pour traiter les données, donc il faut quand même savoir un petit peu programmer. Tous nos appareils sont des prototypes, donc quand on se dit « tiens, ce serait bien de tester tel ou tel phénomène », il faut bien souvent inventer un nouveau dispositif, qui peut être un dispositif optique, un dispositif mécanique. Donc il faut être inventif, soigneux, persévérant.